Bonjour à tous. Je représente l'association Inflameuil dont je suis la présidente. Un certain nombre d'entre nous sont avec nous aussi. Et je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes pour vous présenter l'association. On ne sait pas, c'est une maladie rare, mais on n'est pas si rare que ça, parce qu'on est un grand nombre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'uvéites. Il y a à peu près, c'était le chiffre qu'on a évoqué lors de notre dernière assemblée générale, 200 000 malades en activité. En fait, les uvéites qui nous intéressent aujourd'hui sont les uvéites qui sont induites par les AGI, donc les uvéites de l'enfant. Et puis je vais laisser aux professionnels qui sont avec nous le soin de vous en parler. Voilà. Et donc, une des uvéites, l'uvéite de l'enfant est induite. Inflameuil a été créé en 2002. Nous, Courir est né à Necker, nous on est né à la Salpêtrière, à l'instigation d'un certain nombre de malades et de professionnels et de médecins qui ont souhaité créer cette association qui a été reconnue d'utilité publique en 2005. Notre but, c'est en fait de sensibiliser non seulement le grand public, mais les professionnels, donc notamment les ophtalmos à l'existence de cette maladie pour qu'ils puissent la reconnaître. C'est soutenir la recherche. Et c'est aussi aider les patients à parler entre eux des problématiques qu'ils peuvent avoir en commun. Donc voilà, je vous ai listé un ensemble de buts que vous retrouvez facilement dans notre site, dans notre plaquette, et qui sont très communs dans leur but et dans leur stratégie, celle de courir. Alors, on est un peu comme les partis politiques, on a 500 cartes d'adhérents, dont 169 actifs, donc on n'est pas extrêmement nombreux. Et dans ces adhérents, vous avez des patients, et des parents et des proches de patients. On a un conseil scientifique qui comprend 20 membres, qui va jusqu'à la Tunisie, qui est présidé aujourd'hui par le professeur Robert à Limoges. Et donc dans ce conseil scientifique, en fait, vous avez des gens qui sont un peu partout en France. Donc nous, on est peut-être nés à la Salpêtrière, mais on n'est pas uniquement parisiens. Donc je vous ai listé la liste, c'est pas forcément très facile à lire, mais vous la trouverez dans notre site. Elle va bientôt être mise à jour, parce que dans notre site, elle est un petit peu obsolète. On a un réseau, c'est-à-dire qu'on appartient à l'Alliance Maladies Rares. On appartient aussi à un réseau européen qui est un réseau Eurordis. Et puis on est intégré dans 2 filières. Donc on est intégré dans la filière sans gène, c'est-à-dire les maladies génétiques sensorielles, via une centre qui s'appelle Oftara. Et puis à la filière FAI2R, qui est extrêmement active. Et voilà. On fait quelques permanences, notamment une permanence mensuelle à la Salpêtrière et une permanence à Rennes, voilà, qui sont animées par des bénévoles. Je dirais que dans l'association, vous n'avez que des bénévoles. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, on est tous à votre disposition. Donc on est joignable téléphoniquement. L'association ne répond pas qu'aux gens qui sont adhérents, mais à tous les gens qui peuvent avoir des interrogations sur le VIH, en panique. On a un site internet. Alors désolé pour cette contrastologie, pour les gens qui ont des pas très bons yeux, mais j'ai pas été capable de faire mieux et de mettre du bleu marine pour le contact Inflameuil, voilà. Et on est sur Facebook, c'est ce que j'ai mentionné en premier. Donc on a un Facebook qui est de plus en plus actif, voilà, hein, sur lequel notamment un certain nombre de jeunes se manifestent. Et donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Donc je me propose de laisser la place aux professionnels parce que vos questions sont très nombreuses et valides. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis donc Dominique Monet qui a accepté gentiment, donc qui est professeur d'ophtalmologie à l'hôpital Cochin et qui a accepté gentiment d'ouvrir le bal sur le versant médical et scientifique des communications importantes de cet après-midi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec vous la façon dont on prend en charge les uvéites à l'hôpital Cochin et en général. Donc pour vous dire un tout petit mot d'incidence, même si la présidente d'Inflameuil en a parlé, c'est pas une maladie si rare que ça, et bonne nouvelle, chez les enfants c'est encore plus rare. C'est-à-dire que la prévalence, comme vous le voyez ici, hein, chez les enfants entre 0 et 14 ans, on voit qu'il y a un net décrochage de l'incidence et de la prévalence de cette uvéite. Et l'âge moyen de survenue, eh bien 40% des uvéites de l'enfant surviennent entre 6 et 10 ans, avec une incidence qui est évaluée entre 4 et 7 cas pour 100 000 enfants, selon les études. 30% surviennent entre 11 et 15 ans, et 25% avant l'âge de 5 ans. Voilà un peu pour la répartition. Alors, quelle est la façon de raisonner, finalement, pour un ophtalmologiste devant le diagnostic d'une uvéite?
c'est un peu toujours pareil. Notre obsession est d'éliminer une origine infectieuse. Est-ce que c'est un agent bactérien, parasitaire, viral qui est responsable de cette inflammation intraoculaire? Ou s'agit-il d'une origine inflammatoire comme celle associée aux arthrites juvéniles idiopathiques? Le deuxième moment de réflexion est celui de savoir si finalement on va pouvoir raccrocher cette pathologie ophtalmologique à une maladie plus générale touchant d'autres organes dans le corps, ou finalement est-ce que cette inflammation ne touche que l'œil? C'est parfois quelque chose de désemparant parce qu'on fait tout un bilan qui est parfois long, exhaustif, et puis à la fin on dit écoutez, c'est une maladie qui ne touche que l'œil, et parfois les parents et les enfants, au lieu de se réjouir, s'en inquiètent. Non, c'est plutôt la plupart du temps une bonne nouvelle, même si ça complique la prise en charge thérapeutique, on le verra par la suite. Et puis, le médecin a toujours en arrière-pensée ce qu'on appelle les pseudo-uvéites, c'est-à-dire une inflammation de l'œil qui ressemble à une uvéite, mais qui n'en est pas une. Ça, c'est ce qu'on appelle un piège diagnostique, et qu'il va falloir redresser le plus vite possible. Donc l'uvéite, lorsqu'elle est associée à une maladie systémique, eh ben, il y a plusieurs modes de survenue de cette association, notamment au niveau temporel. Parfois, eh ben, le diagnostic est connu. Donc l'enfant arrive avec un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique et puis il va faire une uvéite. Donc le diagnostic, j'allais dire, est facilité, l'ophtalmologiste n'a pas besoin de se creuser la tête. Parfois, les manifestations sont concomitantes. Il a mal aux articulations et en même temps il développe une uvéite. Là encore, souvent le diagnostic est assez facile. Et puis parfois, c'est l'uvéite qui est en avance sur le diagnostic de la maladie systémique. Parfois parce que cette maladie existe déjà, mais le diagnostic n'a pas été posé. Ou à l'inverse, l'uvéite est le premier symptôme d'une maladie qui n'est pas encore là ou qui ne s'est pas encore manifestée pleinement sur le plan général. Voilà un petit peu sur la temporalité de l'uvéite. Les particularités, là j'apprends rien aux pédiatres et aux parents que vous êtes, ben, c'est l'interrogatoire. Il est beaucoup plus difficile d'interroger un enfant qu'un adulte, ça va de soi. Alors c'est pas une belle comparaison, mais on parle d'examen vétérinaire parfois, parce que l'enfant n'est absolument pas contributif. Et il va falloir qu'on s'en sorte avec l'aide des parents. Et les parents, il y a aussi beaucoup d'affect. Donc l'interrogatoire des parents n'est parfois pas plus facile. Difficulté d'examen. Pour examiner un enfant, c'est extrêmement compliqué, ça prend du temps, il faut être patient, et ça a échappé à personne que les ressources en ophtalmologie sont devenues rares et que nos consultations sont surchargées. Ce qui complique la prise en charge des enfants. Malheureusement, parfois on aimerait bien avoir beaucoup plus de temps à consacrer aux enfants, en sachant que les examens complémentaires ne sont pas plus faciles que l'examen clinique. Et quand on a recours au laser flair, je détaillerai tout à l'heure, à l'OCT ou à l'angiographie, là aussi c'est plus compliqué. Une autre obsession et une autre particularité de la prise en charge de l'enfant, c'est le risque d'amblyopie. L'amblyopie, c'est ce qu'on appelle couramment, dans le langage commun, l'œil paresseux. Or, un œil qui va être affecté par une uvéite ou toute autre affection va être gêné dans sa vision et risque de ne pas se développer. Et si ce développement n'est pas réalisé entre la naissance et l'âge de 6 ans, l'œil ne se développera plus jamais. Il restera faible jusqu'à la fin des jours de l'adulte. Donc c'est dire tout l'enjeu qu'il y a à contrôler ce qu'on appelle ce risque d'amblyopie. Et parfois on pénalise, alors on voit ça dans les strabismes, hein, vous avez tous vu dans les cours d'école, souvent des enfants qui ont des caches sur les yeux. Ben, c'est pour cette raison, c'est qu'on pénalise le bon œil pour faire travailler l'œil amblyope, pour le faire mûrir, pour le faire se développer. Il y a évidemment l'anxiété parentale à gérer, ça va de soi aussi. La démarche diagnostique est la même que chez l'adulte et on y rattache des particularités diagnostiques liées à l'âge de l'enfant. À chaque âge, finalement, on va se méfier d'un diagnostic, c'est le cas de l'arthrite juvénile idiopathique par exemple. Enfin, les contraintes thérapeutiques, pour terminer, eh bien, sont les effets secondaires des médicaments qui sont souvent plus prégnants chez les enfants et qui vont impacter toute la vie de l'enfant, y compris à son âge adulte. Et puis évidemment, un souci sur la croissance, notamment avec les corticoïdes, comme vous le savez. Alors, l'uvéite, c'est 10% des causes de cécité légale dans les pays riches. Donc, on considère que c'est la 3e cause de cécité. Donc, c'est pas quelque chose de rare, finalement, en termes de conséquences fonctionnelles. Et de manière intéressante, on sait que 5 à 10% des gens qui deviennent aveugles ont une uvéite qui ont débuté avant l'âge de 16 ans. Donc, c'est dire que si l'uvéite de l'enfant est rare, ses conséquences, elles, sont particulièrement importantes. Qu'est-ce qui va conditionner, et ça j'en reviendrai dans le reste de mon exposé, le pronostic fonctionnel de ces yeux, c'est l'atteinte de la rétine, du segment postérieur et en particulier de la macula. Un peu sur le modèle de ce que vous entendez à la radio avec la dégénérescence maculaire, ben là aussi il peut y avoir une atteinte maculaire qui est d'origine inflammatoire, on parle d'œdème maculaire cystoïde,
quand il est particulièrement important. Et c'est ça que l'ophtalmologiste va rechercher systématiquement, et c'est ça qui va conditionner le pronostic fonctionnel à long terme des enfants qui souffrent d'uvéite. Et c'est un peu l'obsession de l'ophtalmologiste. On va lutter contre ça, on va essayer de traiter de manière assez forte et intense pour que cet œdème ne survienne pas ou soit guéri le plus rapidement possible. Depuis maintenant près de 10 ans, on parle enfin d'une seule voix. Parce que dans l'uvéite, chacun avait un petit peu sa nomenclature, sa façon de décrire une uvéite. Et depuis 10 ans, en fait, les spécialistes mondiaux se sont réunis à travers ce qu'on appelle le SUN, pour Standardization of Uveitis Nomenclature, pour qu'on parle enfin d'une seule voix. Et vous voyez que c'est assez récent, contrairement aux rhumatologues ou aux pédiatres qui parlent d'une seule voix pour les autres maladies depuis beaucoup plus longtemps que les ophtalmologistes. Et la première chose qu'on va s'efforcer à décrire lorsqu'on a fait le diagnostic d'uvéite, c'est de savoir dans quel site de l'œil, finalement, l'inflammation prédomine. Quel est le site primaire d'inflammation dans cet œil. Et on va ainsi définir des uvéites antérieures, intermédiaires ou postérieures, en fonction de cette localisation de l'inflammation. Et lorsque l'inflammation touche tous les segments de l'œil, on parlera de pan-uvéite. Alors, qu'est-ce qu'une uvéite antérieure? Une uvéite antérieure, vous voyez, c'est une inflammation qui va intéresser le corps ciliaire, à cet organe qui est ici, qui est un organe qui sécrète l'humeur aqueuse, peu importe, mais vous voyez que ça correspond finalement à une inflammation d'1/5 globalement de l'œil. Mais c'est la plus visible pour nous, et pour vous souvent aussi, c'est celle qu'on va voir, c'est celle qui donne l'œil rouge, alors que les autres uvéites ne donnent pas forcément l'œil rouge. On peut avoir une uvéite des autres compartiments de l'œil sans aucun signe spécifique. L'uvéite antérieure, ensuite, on va la définir entre poussée chronique ou poussée aiguë. Ce qu'on appelle une poussée aiguë, c'est une poussée qui dure moins de 3 mois et qui est souvent parlante sur le plan clinique. Donc c'est des yeux qui font mal, qui sont rouges, on ne supporte pas la lumière, ce qu'on appelle la photophobie. Et le diagnostic finalement est assez aisé. A contrario, les uvéites de type chronique sont des yeux qui sont à peine saumonés, rarement rouges, qui font peu mal. Et le diagnostic est plus compliqué, notamment chez les enfants. Vous savez que l'uvéite des arthrites juvéniles hépatiques est asymptomatique la plupart du temps, en tout cas au stade initiaux non compliqués. Et c'est pour ça qu'on va instaurer des surveillances systématiques. Parce qu'une des particularités aussi de l'enfant, c'est qu'il peut perdre la vision d'un œil sans se plaindre. Parce que finalement, il va compenser avec l'autre. Et puis, c'est pas quelque chose qui va le choquer. Il est en perpétuellement changement et finalement, il va s'habituer à cet état de fait et ne pas dire qu'il ne voit pas d'un œil. Donc, c'est des tests systématiques, notamment chez les patients particulièrement à risque, qui vont nous permettre de porter le diagnostic de ces uvéites qui sont silencieuses. Donc, on peut avoir une uvéite antérieure et avoir une uvéite silencieuse. Et puis, dans les consultations, vous entendez parler de tyndale. Donc, le tyndale, c'est quelque chose qu'on recherche et qui va nous permettre de quantifier l'intensité de l'uvéite. Et on quantifie l'intensité de l'uvéite entre des stades 0 à 4 croix. Donc c'est subjectif. Et comment on va quantifier cette intensité de l'uvéite? En comptant les cellules qui sont dans l'humeur aqueuse. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Et puis on distingue aussi ce qu'on appelle le tyndale protéique. Cette fois, c'est la teneur en protéines dans l'humeur aqueuse. Et l'image qu'on prend habituellement, c'est celle de phares dans le brouillard. Si vous avez des phares qui éclairent la nuit, vous ne verrez pas le trajet de votre phare. Par contre, si vous éclairez dans le brouillard, vous allez pouvoir dessiner le faisceau de vos phares. Ben, c'est un peu la même chose que recherche l'ophtalmologiste. Si votre œil est normal, normalement le trajet de la lumière dans l'œil n'est pas visible. Par contre, s'il y a un taux de protéines anormal, on va voir se dessiner, un peu comme dans du brouillard, la lumière de la lampe à fente. Et c'est ça qu'on va coter, là aussi, de 0 à 4 points. C'est ce qu'on appelle le tyndale protéique. Vous verrez qu'on est aidé par une machine maintenant qui le code de manière objective. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous, mais voilà un tyndale cellulaire. On peut compter les cellules. Chaque petit point blanc correspond à une cellule. Vous voyez que là, il y en a largement plus que 50. Et donc, on parle d'un tyndale cellulaire 4 croix. Et c'est ça que l'ophtalmologiste va vérifier à chaque consultation, en comptant ces cellules, savoir si le traitement qu'on donne à votre enfant est efficace ou pas assez efficace. Est-ce que l'inflammation augmente ou régresse? Et c'est ça, finalement, qu'on mesure à chaque consultation. Le tyndale protéique, le fameux brouillard, en voilà un exemple particulièrement criant. Là, on parle de tyndale protéique de 4 croix. Vous voyez que c'est comme de la fibrine qui est dans la chambre antérieure de l'œil. Et là aussi, c'est un autre pendant de l'inflammation oculaire à côté des cellules. Voilà la fameuse machine qu'on appelle le laser flair metteur, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà
vu l'utilisation. Donc cette machine va nous permettre de quantifier l'importance du brouillard avec un chiffre qui est là objectif. Donc, on ne dépend plus de la subjectivité de l'ophtalmologiste, mais c'est une machine qui, grâce à un faisceau laser qui est projeté dans l'humeur aqueuse donc de l'œil, dans la chambre antérieure de l'œil, va nous sortir un chiffre qui nous permet de quantifier l'importance de ce tyndal dit protéique. Dans la suite de la démarche diagnostique, on va regarder l'aspect de ce qu'on appelle les précipités rétrodesmétiques. Ce sont des cellules inflammatoires qui sont à la face postérieure de votre cornée, vous les voyez ici, et l'ophtalmologiste va parler d'UV granulomateuse ou non granulomateuse. Alors pourquoi on s'efforce de faire le distinguo entre les deux? C'est que lorsque l'uvite est granulomateuse, elle va conditionner un certain nombre d'étiologies, et donc on ne va pas rechercher toutes les causes d'uvite, mais on va pouvoir se restreindre à une liste d'étiologies particulières. Et voilà l'exemple d'uvite granulomateuse, et on parle de précipité rétrodesmétique en graisse de mouton. C'est très imagé la sémiologie, comme s'il y avait de la graisse de mouton qui avait été répartie à la face postérieure de la cornée. Ici en gros plan, ces précipités rétrodesmétiques un peu larges. A l'inverse, les précipités rétrodesmétiques fins, qui correspondent plus à l'arthrite juvénile idiopathique, eux sont à peine visibles et difficilement photographiables. Et puis il y a le pendant, il peut y avoir des nodules sur le bord de l'iris, je passe vite, c'est la sémiologie un peu spécialisée qu'on appelle les nodules de Queupeux, et peut-être que vous entendez ça aussi ou que vous lisez ça dans les comptes rendus d'ophtalmologistes. Voilà, il s'agit de nodules qui sont sur le bord de l'iris, et lorsque ces nodules sont sur le stroma irien, on parle de nodules de Boussaka, juste pour mettre des images sur des noms que vous avez peut-être entendus. Voilà la liste que je ne vais pas détailler des uvéites, donc des étiologies qui correspondent à une présentation granulomateuse de l'uvéite. Vous voyez que ça restreint considérablement les choses, d'où l'importance de faire le distinguo entre uvéite granulomateuse ou non granulomateuse. Alors si je dis un mot maintenant des uvéites qui compliquent les arthrites juvéniles idiopathiques, mais qui seront détaillées plus tard par Barham, l'arthrite juvénile idiopathique est l'association la plus fréquente et on considère que 3/4 des uvéites antérieures de l'enfant correspondent à une arthrite juvénile idiopathique. Les uvéites touchent préférentiellement des formes oligo-articulaires, on vous l'a peut-être déjà dit, avec des patients qui ont des anticorps antinucléaires positifs et qui sont finalement des risques de complications de survenue de l'uvéite qui vont nous aider à la surveillance qui va être plus ou moins étroite en fonction de ces facteurs de risque. Les facteurs de risque, les voici. Donc c'est un début avant l'âge de 7 ans. Être une femme est plus à risque de développer finalement une uvéite que d'être un homme. La forme oligo-articulaire, c'est-à-dire qui touche peu d'articulations, et les anticorps positifs. Donc le rythme de surveillance, je ne vais pas le détailler ici, mais il dépend justement de ces facteurs de risque. Et en fonction des facteurs de risque, l'enfant sera vu tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou une fois par an, et ça peut suffire. Quelles sont les complications les plus fréquentes de ces uvéites antérieures? C'est ce qu'on appelle la formation de synéchie irido-cristallinienne. Donc les synéchies irido-cristalliniennes, c'est l'iris qui va coller à la cristalline antérieure au cristallin pour former ces iris en forme de trèfle et qui correspondent finalement à une attache qui est permanente de l'iris et qui gêne la circulation d'eau à l'intérieur de l'œil. Et donc c'est particulièrement à risque et c'est quelque chose qu'on surveille fréquemment, notre but étant que ça n'arrive jamais, d'où les cocktails de collyre dilatateurs. Dès qu'un patient a une uvéite, on va dilater sa pupille pour ne pas qu'elle colle justement à la partie antérieure du cristallin. Les autres complications qui sont malheureusement un peu plus spécifiques chez l'enfant sont la survenue de kératite en bandelette. Alors je ne sais pas si vous voyez ici ces dépôts calcaires qui se déposent à la surface de la cornée et qui sont une complication fréquente des patients souffrant d'uvéite. Malheureusement, le glaucome c'est la conséquence d'une augmentation de la tension oculaire qui est soit liée à l'uvéite elle-même, soit liée au traitement, notamment les corticoïdes, qui servent à soigner cette uvéite. Et puis évidemment la cataracte, vous savez que les corticoïdes ont tendance à favoriser la cataracte au même titre que l'inflammation elle-même favorise la survenue d'une cataracte. Alors, quelles sont les autres causes? Je ne vais pas vous abasourdir avec toutes les étiologies d'uvéite. Vous voyez ici une jeune fille qui a une présentation granulomateuse d'uvéite, qui avait aussi des problèmes articulaires. Ben, on ne pense pas à l'arthrite juvénile idiopathique au premier plan, on va penser plutôt à une sarcoïdose, qui est une autre maladie systémique, qui peut toucher le poumon et qui va se compliquer elle aussi d'uvéite.
Le syndrome de Bloch, je vais passer très très vite, qui est aussi finalement une uveitis familiale de gens qui sont atteints de sarcoïdose de manière familiale, c'est-à-dire que les parents sont atteints, les enfants sont aussi atteints, c'est aussi des particularités des uveites de l'enfant, donc il faut penser au syndrome de Bloch. Quelles sont les autres causes d'uvéite antérieure? Eh bien, les origines infectieuses, je vous l'ai dit de prime abord, et au premier rang desquelles l'uvéite liée à l'herpès. Et donc les enfants qui font beaucoup de boutons de fièvre peuvent aussi avoir l'herpès dans l'œil. Et sémiologiquement, vous voyez que l'herpès va grignoter l'iris, et on a ces iris qu'on appelle transilluminables, et donc qui sont comme de la dentelle, et qui laissent passer la lumière. Et donc ça, c'est un signe caractéristique qui va nous orienter vers une étiologie virale. Je vais passer vite sur le traitement, parce que ça ne vous intéresse pas particulièrement, mais évidemment que le diagnostic est très important. Alors, pourquoi je vous parle de l'herpès? Parce que l'herpès est quelque chose qui angoisse tous les ophtalmologistes, parce que si vous mettez des corticoïdes sur une étiologie infectieuse, et notamment virale, et notamment herpétique, eh bien les corticoïdes vont faire flamber, vont aggraver l'infection virale à herpès. C'est pour ça que souvent on résiste à ce qu'on appelle l'automédication, et qu'on préfère toujours qu'un patient qui soit connu souffrir d'uveites soit examiné par un ophtalmologiste avant que les parents mettent les corticoïdes seuls, parce que si jamais il s'agit d'une uvéite herpétique, les choses peuvent s'aggraver, comme chez ce patient qui s'était automédiqué avec des collyres corticoïdes et qui a vu son œil totalement s'opacifier suite à ces traitements à base de dexamethasone, parce que tout simplement il s'agissait d'un herpès et pas d'une uvéite inflammatoire. Donc attention, danger. Et puis il y a une présentation qui ressemble à une uvéite, mais qui est pour certains pas toujours considérée comme une uvéite, qu'on appelle la cyclite hétérochromique de Fuchs. Je vous en parle parce que c'est quelque chose d'assez, qui peut être assez drôle. C'est des gens qui ont des couleurs d'yeux différentes, ce qu'on appelle dans le langage commun les yeux verrons. Et on parle de cyclite hétérochromique de Fuchs, parce que tout simplement ça ressemble à une uvéite. Il y a des précipités rétrodesmétiques que vous voyez ici, c'est tous ces petits points blancs. Il y a souvent une petite cataracte, mais il n'y a jamais les complications vraies de l'uvéite, que sont les synéchies iridocristalliniennes que je vous ai montrées, ou la survenue d'un œdème maculaire cystoïde. Et on considère que cette uvéite n'a pas besoin de traitement. Voilà pour les uvéites antérieures. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie d'uvéite antérieure qui concerne donc les arthrites juvéniles idiopathiques? Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans l'œil, on va arriver à ce qu'on appelle les uvéites intermédiaires. Donc l'œil est rempli d'un gel qui va composer des 4/5 qu'on appelle les 4/5 de l'œil, qu'on appelle le vitré. L'inflammation de ce vitré va définir ce qu'on appelle une vitrite ou une hyalite. Et cette inflammation vitréenne, si elle est au premier plan, va définir ce qu'on appelle une uvéite intermédiaire. Et cette uvéite intermédiaire, c'est une uvéite qui est extrêmement fréquente. Alors pas chez le jeune enfant, c'est-à-dire qui commence à l'adolescence et qui se termine vers 24-25 ans. C'est aussi ce qu'on appelle la pars planite. Et c'est une uvéite pour laquelle on trouve rarement de cause. À tel point que pour les anglo-saxons, c'est une maladie à part entière. Ils parlent de pars planite et ils recherchent à peine les causes de cette pars planite. Donc on va là aussi coter l'inflammation, comme on a coté l'inflammation, vous vous souvenez des cellules dans la chambre antérieure de l'œil, là aussi on va coter l'inflammation de la hyalite de 0 à 4 croix en fonction de la visibilité du fond d'œil. Et vous l'entendez peut-être aussi dans les comptes rendus d'ophtalmologistes, on parle d'œufs de fourmis ou de snowballs, c'est-à-dire de boules de neige, qui sont en fait ces agglomérats de cellules inflammatoires coincées dans le vitré et qui vont définir l'uvite intermédiaire. Et lorsque celle-ci s'accumule à la base du vitré, on parle de banquise, autant de mots finalement qui servent à décrire la sémiologie ophtalmologique. Alors quelles sont les maladies qui se rattachent à cette uvite intermédiaire? Dans 70 à 80% des cas, on ne trouve rien, encore une fois, puis dans 20 à 25% des cas, on va trouver une cause. Les principales causes à rechercher sont la sarcoïdose, là aussi, malheureusement la sclérose en plaques, et la maladie de Lyme, qui est une maladie infectieuse qui est liée à une piqûre de tique, dont vous avez peut-être entendu parler. Voici des images d'œufs de fourmis, comme l'ophtalmologiste peut les observer, qui correspondent à ces accumulations de cellules inflammatoires. Alors je continue à progresser, si vous n'avez pas de questions sur l'uvite intermédiaire. Là je rentre un petit peu plus profondément dans l'œil et j'arrive aux parties les plus nobles que sont l'atteinte du segment postérieur, qui va définir une uvite postérieure, c'est-à-dire cette fois une atteinte de la rétine, de la choroïde, du nerf optique, oui monsieur, je suis à vous tout de suite, ou des vaisseaux rétiniens. Je vous écoute. Je vois beaucoup de papiers émanés à trop à leur comme on dit, donc on va prendre des photos de l'étudiant, on veut partager les qualifications. Absolument.
Donc l'uvéite postérieure, vous l'aurez compris, là c'est une atteinte directe des tissus les plus nobles de l'œil, donc le niveau d'inquiétude de l'ophtalmologiste, du pédiatre, du rhumatologue est tout de suite très très élevé et les traitements vont être très agressifs. L'autre particularité, c'est que là les gouttes ne fonctionnent plus. Vous ne pouvez pas avec des gouttes atteindre la partie postérieure de l'œil. Donc les traitements seront uniquement par voie systémique, c'est-à-dire par la bouche, ou intraveineux, ou parfois par injection intraoculaire. Alors heureusement, elles sont beaucoup moins fréquentes, le pronostic est beaucoup plus sévère, et comme je viens de vous le dire, traitement par voie générale. On a souvent, dans ces cas-là, recours à ce qu'on appelle l'angiographie. Donc l'angiographie va nous servir à détecter s'il y a une inflammation au niveau des vaisseaux de la rétine. L'angiographie, c'est une injection de colorant, de fluorescéine au creux du bras, et puis on photographie à des temps différents le fond de l'œil pour voir si finalement ce colorant reste dans les vaisseaux ou diffuse à travers la paroi des vaisseaux. Lorsqu'il y a une diffusion à travers la paroi des vaisseaux, on considère que ces vaisseaux ne sont plus normaux, sont pathologiques, sont enflammés. Comme ici, vous pouvez le voir, on voit que le colorant s'échappe des vaisseaux, et c'est ce qui va définir ce qu'on appelle une vascularite, une inflammation des vaisseaux. Le nerf optique également peut accumuler de la fluorescéine, va définir une inflammation du nerf optique ou une papillite. Et puis parfois il y a une diffusion au niveau de la macula qui normalement doit rester sombre, comme dans ce cas ici. On ne doit avoir aucun colorant, cette tache noire, souvent les patients me disent mais c'est quoi cette tache noire? Cette tache noire elle est normale. Lorsqu'elle se remplit de colorant, c'est qu'il y a une accumulation de liquide à l'intérieur de la macula, ce qui va définir là aussi un œdème maculaire, ou des diffusions maculaires, quelque chose qui est toujours redouté par l'ophtalmologiste, comme je vous l'ai expliqué au départ. Alors quelle est la première cause d'uvéite postérieure chez l'enfant? C'est un parasite. Vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle la toxoplasmose. La toxoplasmose oculaire qu'on attrape de deux manières, soit de manière congénitale, c'est-à-dire que c'est la maman qui a transmis le parasite pendant la grossesse et l'enfant naît malheureusement avec des kystes au niveau de la rétine et une infection qui va arriver au niveau de la rétine, ou une toxoplasmose qui est dite acquise, c'est le fait de manger de la viande crue, manger des légumes qui ont été mal lavés, ou de vivre avec un chat qui lui-même est infecté. Toutes ces causes vont faire qu'on peut avoir une infection au niveau de la rétine qui se manifeste exactement comme ça. Souvent on a une cicatrice pigmentée et puis un foyer qui est tout blanc, comme vous voyez ici, et qui signe l'inflammation rétinienne, et le parasite se trouve à ce niveau-là. Et là il faut évidemment traiter non seulement avec des corticoïdes, mais surtout des médicaments contre le parasite qui vont tuer le toxoplasme, donc des antiparasitaires. Et ça c'est de loin la maladie la plus fréquente. Là un autre cas de toxoplasmose oculaire, vous voyez, avec de très très larges cicatrices. Et ce patient finalement est peu atteint sur le plan fonctionnel parce que, vous le voyez ici, sa macula, elle, est totalement indemne. Et ce patient peut avoir 10 dixièmes d'acuité visuelle et un champ visuel à peine perturbé parce que ici c'est de la rétine finalement qui est peu fonctionnelle. C'est très très loin. Donc ce patient a eu de la chance. A l'inverse, un patient pourrait avoir un tout petit foyer au niveau de la macula et perdre totalement sa vision alors même qu'il aurait une toute petite lésion. Donc le corollaire de ça, c'est que ce n'est pas l'importance de la cicatrice qui compte au niveau de l'ophtalmologie, au niveau du fond d'œil, c'est la localisation. Et on va être beaucoup plus agressif si le foyer est proche d'une zone noble, qui est la macula ou le nerf optique. A l'inverse, si ça touche des zones finalement qui n'ont pas de retentissement fonctionnel, on peut être moins agressif en termes de traitement. Une autre particularité de l'uvée de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la toxocarose oculaire. Là aussi, c'est un parasite qu'on attrape dans les bacs à sable. C'est pour ça que à Paris, depuis maintenant plusieurs décennies, il est interdit d'avoir des animaux familiers dans les bacs à sable, là où jouent les enfants, parce que cette fois c'est un parasite du chien et pas du chat, et les chiens de leur déjection transmettaient aux enfants un parasite, et les enfants en jouant dans le sable ingurgitaient ce parasite, et c'est Toxocara canis qui donnait une uvéite très particulière, avec beaucoup de traction, je vais passer vite, et qui est assez caractéristique des uvéites de l'enfant, en tout cas qu'on recherche ici une inflammation liée à Toxocara canis, et la fameuse petite larve qui avait été découverte au cours d'une vitrectomie, donc lors d'une intervention chirurgicale sur toxocarose. D'autres présentations spécifiques d'uvéite postérieure, vous voyez que là on peut dessiner une étoile, c'est ce qu'on appelle une neurorétinite stellaire de Leber, peu importe les termes techniques et spécialisés. Vous voyez que cette présentation qui est assez spécifique va orienter l'ophtalmologiste vers une maladie particulière qu'on appelle la maladie des griffes du chat, encore le chat, et c'est une maladie infectieuse. Donc, parfois on dit qu'on voit tout dans l'œil, c'est presque vrai, hein. On voit beaucoup de choses dans les yeux. Et puis il y a des maladies plus graves, l'herpès dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut toucher le segment intérieur de l'œil, peut aussi malheureusement toucher la rétine.
Alors là, c'est des formes foudroyantes, très très graves de rétinite. C'est une urgence en termes d'uvéite. Il faut hospitaliser les patients dans la journée, leur mettre des traitements antiviraux immédiatement. Et malheureusement, des fois, la maladie va plus vite que le traitement. C'est ce qu'on appelle la nécrose rétinienne aiguë et c'est lié là aussi à des virus du groupe herpès. Voilà un cas gravissime d'uvéite nécrotique lié à un herpès. Une dernière maladie, ce sont ces foyers blancs avec une petite hémorragie à côté. Ça va nous orienter vers ce qu'on appelle une maladie de Bessel. Vous avez peut-être entendu parler. Souvent, ça donne des panruvéites, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation du segment antérieur avec un hypopion, c'est-à-dire ce niveau liquide, ce blanc qu'on voit parfois même à l'œil nu. Et cette maladie de Bessel touche des gens du pourtour méditerranéen et donne des aftes dans la bouche. C'est pour ça que dans les interrogatoires d'uvéite, on demande toujours si les patients ont eu des aftes dans la bouche, parce que ça oriente vers cette maladie. Et c'est quelque chose qui n'est pas rare chez les enfants, puisque vous voyez dans cette grande série que à peu près 8% des patients souffrant d'une maladie de Bessel et d'uvéite avaient présenté leur première poussée d'uvéite avant l'âge de 20 ans. Donc c'est une maladie qui n'est pas rare, encore une fois, chez les enfants. Puis il y a d'autres présentations, ici des présentations qui évoquent plutôt une sarcoïdose avec du granulome, mais je vais passer assez vite. Ici, un décollement de rétine, c'est assez spectaculaire. Alors heureusement, c'est assez rare chez les enfants, mais c'est ce qu'on appelle une maladie de Vogt, Koyanagi-Harada. C'est un autre groupe de maladies qui s'appelle les uvéoméningites, parce que ça touche les méninges en même temps que l'œil. Et c'est des patients qui viennent avec des décollements de rétine bilatéraux, qui sont quasiment aveugles quand ils viennent au diagnostic, soit avec des acuités visuelles inférieures ou égales à 1/10, et qui, grâce au traitement médical, une fois qu'on a pu faire le diagnostic de ces décollements de rétine inflammatoires, on hospitalise les patients, on leur donne de grosses doses de corticoïdes, et puis on voit la rétine qui se réapplique. C'est des patients qui ont des méningites concomitantes et qui ont des troubles auditifs de manière parallèle. C'est assez spectaculaire parce que les patients récupèrent 10/10, et quand on traite tôt, le pronostic est plutôt très favorable. Et puis dans les choses qu'on redoute, je vous ai dit, ça ce sont les uvéites, donc on a parlé des uvéites antérieures, intermédiaires, postérieures, et je vous ai présenté au début que l'ophtalmologiste devait toujours garder à l'esprit ce qu'on appelle les pseudo-uvéites. Et la première pseudo-uvéite chez l'enfant qu'on redoute, c'est ce qu'on appelle le rétinoblastome, vous avez probablement entendu parler, qui peut se présenter comme une uvéite, et qui n'en est pas une, et qui est un cancer de l'œil finalement, qui donne des hypopions blancs, donc un signe qui peut orienter vers une uvéite, qui donne ce qu'on appelle une logocorie, c'est-à-dire que la pupille de l'enfant est toute blanche, et souvent ça induit un strabisme, puisque comme cet œil ne voit plus, il a tendance à se dévier. Je vais terminer pour vous dire un mot de traitement, pour vous dire que, un peu comme tous les médecins, quand on prend une décision thérapeutique, on est en permanence obligé de faire la balance entre les effets secondaires du traitement, et c'est encore plus vrai chez les enfants, par rapport aux bénéfices thérapeutiques. Et quelle est notre façon de raisonner? Tout ce qui est uvéite antérieure, on a tendance à privilégier le traitement topique, c'est-à-dire les gouttes, les collyres, puisque tout simplement, ce segment est accessible aux collyres. Et finalement, il faut le prendre comme une chance. Par contre, tout ce qui est dans la partie intermédiaire et postérieure de l'œil n'est pas accessible au traitement par collyre. On a besoin de recourir à ce qu'on appelle des injections périoculaires de corticoïdes ou intraoculaires, c'est-à-dire qu'on va déposer les corticoïdes avec une aiguille autour de l'œil ou carrément dans l'œil, dans le vitré, pour traiter l'inflammation. Alors ça arrive tout juste chez les enfants, parce qu'on avait beaucoup d'arrière-pensées. Piquer un enfant, c'est pas simple, et piquer dans l'œil, ça veut dire qu'on va être obligé de l'endormir. Donc il fallait vraiment qu'on soit sûr qu'on ait un bénéfice très important. Et le bénéfice très important, c'est qu'on se dit qu'on va pouvoir éviter les traitements lourds de type immunosuppresseur avec des conséquences chez l'adulte qui sont importantes. Et donc parfois ça vaut le coup d'endormir un enfant pour lui faire le traitement local. Donc l'idée pour l'ophtalmologie, c'est de toujours privilégier le traitement local. Malheureusement, les limites du traitement local, parfois les gouttes, on n'arrive pas à contrôler l'inflammation. Et le traitement local devient insuffisant. Et notre limite, c'est un tindal cellulaire à une croix ou supérieur à une croix. C'est-à-dire que malgré des gouttes, si le niveau d'inflammation reste élevé, alors on va être obligé de recourir à un traitement immunosuppresseur. L'hypertonie oculaire, les corticoïdes, ça a beaucoup d'effets secondaires, y compris en gouttes. Quand vous donnez des gouttes, la tension oculaire des yeux peut augmenter, c'est ce qui risque de donner un glaucome, mais vous pouvez aussi induire assez vite une cataracte, donc on ne peut pas donner 20 gouttes par jour, parce qu'on pourrait contrôler toutes les inflammations possibles, mais en même temps on donnerait énormément d'effets secondaires en termes de glaucome ou de cataracte. Donc on est obligé d'avoir un traitement souvent de 3 ou 4 gouttes, et le minimum de gouttes est le mieux. La chirurgie oculaire. Il va de soi que les gouttes sont insuffisantes. Si vous devez opérer, je pense que Baram en parlera tout à l'heure,
Un patient qui souffre d'uvéite et qui souffre d'une cataracte associée, là on est obligé de recourir à un traitement par voie intraveineuse, au minimum par la bouche, et de donner des immunosuppresseurs avant pour préparer le terrain. Et là les gouttes sont insuffisantes, parce qu'une intervention chirurgicale sur un terrain inflammatoire d'uvéite, chez l'enfant particulièrement, va donner une inflammation secondaire très importante qu'il va falloir contrôler de manière très efficace. Et l'atteinte du segment postérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Uvite intermédiaire, qu'est-ce qui va conditionner le traitement d'une uvite intermédiaire? Donc, c'est la survenue d'un œdème maculaire cystoïde. Jusque-là, tant qu'il n'y a pas d'œdème maculaire cystoïde, on essaie de ne pas traiter les uvites intermédiaires. Donc c'est l'examen en OCT finalement, ce scanner de la macula qui va nous permettre de détecter l'œdème maculaire et qui va conditionner le traitement. Je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais le principal symptôme de l'uvite intermédiaire, c'est les mouches devant les yeux, tout simplement. Ce qu'on appelle les myodésopsies. Il n'y a pas d'œil rouge, ça fait pas mal, c'est simplement en fait des mouches devant les yeux qui augmentent ou qui régressent. Et lorsque le patient voit déformer, à ce qu'on appelle des métamorphopsies, là ça signe l'œdème maculaire et là il faut traiter. Et l'uvite postérieure, le traitement est obligatoire par la bouche par voie systémique. Donc en conclusion de ce bref exposé, l'uvite pédiatrique c'est un diagnostic qui est difficile, souvent retardé malheureusement, avec, on voit des enfants qui sont déjà à un stade de complication. Il faut rechercher les manifestations oculaires, donc ça on en a parlé, la baisse d'acuité visuelle, les mouches. Il faut un dépistage précoce. Plus vous prenez en charge tôt le patient, ça va sans dire, meilleur sera le pronostic visuel. Et surtout, en fait, on ne peut prendre en charge ces patients sans collaboration étroite avec un médecin interniste, un pédiatre ou un rhumatologue, pour permettre un dépistage systématique, précoce des maladies prédisposantes et discuter ensemble du traitement. Parce que l'ophtalmologiste ou le pédiatre ne peuvent pas prendre la décision seul. Et l'image que j'aime bien montrer, c'est l'association du paralytique et de l'aveugle, sans mauvais jeu de mots, et c'est l'ophtalmologiste et le pédiatre. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, nous ne sommes rien. Voilà. Et je vous remercie pour l'invitation, et puis je suis à votre disposition pour toute question. J'espère que je ne vais pas être trop long. Ouais, j'ai une question. Pour des questions, bien sûr. Est-ce qu'on peut s'apercevoir... Attends, on va vous donner le micro. Bonjour, est-ce qu'on peut s'apercevoir en fait, nous, si notre enfant commence à déclarer une uvéite? Est-ce qu'il y a certains symptômes qu'on peut voir avec Donc c'est malheureusement, dans l'arthrite juvénile idiopathique, très compliqué. Moi, ce que j'incite à faire aux parents, c'est de cacher un œil, puis cacher l'autre de manière alternée, et voir si votre enfant n'est pas gêné. Donc ça va déjà détecter une baisse d'acuité visuelle. Et puis, l'enfant, il faut l'éduquer, en fait, simplement. Mais ça, c'est votre rôle en tant que parent, mais c'est aussi le rôle de l'ophtalmologiste, pour essayer de lui faire comprendre qu'il a un œil qui peut être plus faible que l'autre, lui amener lui-même à faire des tests, quand c'est possible, et quand il a un âge où il comprend un petit peu les choses. Mais vous-même, en cachant un œil, si votre enfant, systématiquement, du côté gauche, pousse la main comme ça, c'est qu'il est gêné dans la vision de son œil gauche, et à l'inverse, s'il tolère, finalement, vous lui cachez l'œil gauche, puis il dit rien, il continue à jouer, ou continue à regarder, à vivre normalement, ça veut dire que là, il y a une différence d'acuité visuelle entre les deux yeux et qu'il faut s'en préoccuper. Mais c'est des signes un peu indirects, parce que malheureusement, tant que l'œil n'est pas rouge, on ne voit pas grand-chose, c'est d'où l'intérêt de faire des examens systématiques chez l'ophtalmologiste. Et l'autre chose, c'est les pupilles qui se déforment. Quand vous avez la pupille de votre enfant qui n'est plus ronde, là, il faut s'inquiéter, parce que ça correspond à ce qu'on appelle les fameuses synéchies rhinocristalliniennes, donc déjà un stade de complication. Ça signe la présence d'une uvéite compliquée. Je vous remercie. Bonjour. Est-ce que l'ophtalmologiste, il voit tout ce que vous avez dit, là, toutes les maladies, avec ses appareils? Ah, c'est une question un petit peu gênante. Alors, il est vrai qu'il vaut mieux s'adresser à des centres hyper spécialisés que nous sommes, au même titre que la Pitié-Salpêtrière. À Paris, on va dire qu'il y a deux grands centres qui s'occupent d'inflammation oculaire. Il y a la Pitié-Salpêtrière, le service de Foutelangue et Param Bodagui, et puis Cochin, avec le professeur Breslin et moi-même. Donc c'est des centres où on a beaucoup l'habitude. Pour les diagnostics rares que je vous ai montrés, il vaut mieux être dans ces centres-là. Maintenant, pour le suivi d'une uvéite dont le diagnostic a déjà été fait, où simplement il suffit de faire des contrôles de Tyndall, le Tyndall, tout ophtalmologiste est capable en tout cas j'espère, de le chiffrer, de le mesurer. Là, on fait un suivi alternatif, c'est-à-dire qu'on demande aux parents ou aux enfants d'être suivis par leur ophtalmologiste de ville,
et une fois tous les 6 mois ou une fois par an, d'être contrôlé dans un centre de référence. Et nous, on va pouvoir dire si le suivi est bon et pouvoir décider à ce moment-là, à cette occasion, avec le pédiatre ou le rhumatologue, du traitement à suivre pour l'année qui vient. Voilà un peu comment on fonctionne. Mais il est vrai, malheureusement, que, pour être politiquement correct, les ophtalmologistes s'intéressent plus à la chirurgie de la myopie qu'à l'inflammation intraoculaire. Pour des raisons qui sont assez évidentes. Merci. Absolument. Ben, je vous remercie pour votre intérêt et je vais laisser la parole à mes collègues.